y a près de 70 ans, ces hommes venaient à peine de quitter les bancs de l'école. En un clin d'œil, vous cessiez d'être un gamin. Et vous deveniez un homme. Si jeune et déjà entraîné au cœur d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire, la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. Quelques survivants, aujourd'hui dans l'hiver de leur vie, sont toujours parmi nous un peu partout. Aussi discrets que rares. Il sera bientôt trop tard pour entendre le récit de cette aventure par ceux qui l'ont vraiment vécu. Des cadavres allemands, canadiens, britanniques. Les odeurs, la puanteur. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Depuis le débarquement sur les plages normandes, aux âpres combats de la bataille des Ardennes dans les rigueurs de l'hiver, jusqu'à la découverte des horreurs nazies à travers l'Europe. Comment des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains? Comment? Nous écouterons leur histoire, racontée avec leurs mots, et non ceux des généraux et des historiens. Après toutes ces années, je m'en remets toujours pas. Là où existent des images d'archives, nous découvrirons où ils ont combattu. Et à défaut, nous utiliserons de vraies bombes et de vraies armes pour comprendre ce qu'ils ont traversé. Voici l'histoire de la dernière année de la guerre de 39-45 en Europe, racontée par ces derniers héros. Après les plages du débarquement, vient la campagne normande. C'était dur, parce qu'ils nous voyaient et nous, on ne les voyait pas. C'est la pire bataille à laquelle j'ai participé. On a perdu énormément d'hommes. Derrière chaque haie, il y avait un Allemand. Le chef de section, le lieutenant Erwin, a voulu inspecter un trou dans une haie devant lui. Il s'est retrouvé nez à nez avec un fusil allemand. Il s'est pris une balle en pleine tête. Quelques heures auparavant, sur les plages du débarquement, ces hommes ont déjà dû échapper au feu nourri depuis les blocos, aux bombardements et aux mines sous-marines. Nombre de leurs camarades sont morts sous leurs yeux. La guerre entre désormais dans une nouvelle phase. Les troupes alliées ont reçu l'ordre du général Montgomery de traverser la Normandie au plus vite pour prendre la ville de Caen. Les Allemands sont retranchés au milieu du bocage normand, tapis dans un labyrinthe de hautes haies, de champs et de chemins boueux. Pour atteindre Caen, les Alliés vont devoir progresser dans un paysage faussement idyllique. Un paysage qui tient en fait plus de la jungle. Étonnamment, nul n'avait réalisé que ce terrain serait si difficile. Les divisions blindées victorieuses dans les déserts d'Afrique du Nord sont envoyées au feu en premier.
son véhicule de reconnaissance, Ron Titterton, 23 ans, participe à la percée. C'était le pire endroit pour faire la guerre. On était habitués aux conflits ouverts en plein désert. Et pour nous, qui quittions à peine le désert, se retrouver dans un paysage comme le bocage normand, c'était du suicide. Pas très loin de la côte, Franck Rosier, 18 ans, apprenti dessinateur, avance péniblement à pied. On s'enfonçait dans les terres et tout à coup, les Allemands nous ont bombardés. Je me suis retrouvé à terre et le type qui marchait à côté de moi a dû se prendre un obus parce que ses mains se sont retrouvées juste devant moi. Quand j'ai plongé au sol, une main, tout un bras en fait, a atterri devant moi. J'ai crié à plein poumon. En fait, quand une bombe explose, la déflagration monte vers le haut. Le plus sûr, c'est donc de s'allonger au sol. Les champs grouillent à présent de jeunes soldats qui se battent pour la première fois de leur vie. Parmi eux, Bill Evans, un fils de mineur de 23 ans. Je ne voulais pas entrer dans l'armée. Ma mère ne nous avait déjà pas laissé être scouts. Elle n'aimait pas le côté régiment. En juin 1943, avec d'autres jeunes de son village du sud du pays de Galles, Bill est finalement enrôlé. Moi, j'étais Evans 31. Mon copain, c'était Jones 36. Pourquoi? Parce que dans le régiment gallois, il y avait énormément de Evans, de Jones et de Griffiths. Du coup, quand l'officier ou le sergent voulait nous appeler, il ne disait pas seulement Evans ou Griffiths. Sinon, tout le monde répondait. Il y avait 5 ou 10 mains qui se levaient. William Doyle, aujourd'hui âgé de 97 ans, est à l'époque un sergent de section de 29 ans, fraîchement marié. Non loin d'Omaha Beach, Bill est embourbé dans le bocage, pris sous un feu roulant. Il fallait qu'on prenne le contrôle de ces bosquets. Les Allemands nous tiraient dessus depuis l'autre côté. On est resté là-bas pendant 3 jours, errant d'une haie à l'autre, et je dois bien le dire, la plupart du temps, je ne savais pas où on était. On entendait les balles siffler dans l'air et toucher la haie. Et là, les Allemands ont commencé à lancer des grenades. J'ai vécu ce moment dans la terreur. Les 3 compagnies qui étaient là, soit près de 600 hommes, on n'a été que 110 à revenir de cette mission. Malgré les très lourdes pertes, les troupes ont l'ordre d'avancer de village en village. Bill Evans et les South Wales Borderers sont envoyés à travers bois.
On remontait la route et il y avait un canon de 88 braqué sur nous qui tirait à ras du sol. Les obus fendaient les arbres et les branches qui nous tombaient dessus. On n'a pas eu le temps de se mettre à couvert. J'ai vu John 36 de l'autre côté de la route. Et, mon Dieu, qu'est-ce qu'il criait! Ça continuait à tirer au-dessus de ma tête. Les obus allemands explosent dans les arbres, qui deviennent à leur tour des armes mortelles, projetant des éclats de bois dans tous les sens. Jones hurlait. Il s'était pris une grosse écharde dans le visage. Je voyais sa pommette à vif et son sang qui giclait. Seigneur. J'ai pris une bande et j'ai fait 3 fois le tour de son visage avec. Quand un officier m'a crié « Laisse-le au brancardier. Allez, viens !» Je devais continuer à avancer sans m'occuper de lui. « Laisse-le au brancardier, avance !» Je l'ai donc laissé là, et ce n'est que bien plus tard, assez récemment d'ailleurs, que j'ai appris que Jones 36 était mort là-bas, vidé de son sang. Bill et Jones 36 étaient originaires du même village gallois. Frederick James Jones est mort dans le bocage normand à seulement 19 ans. Ça m'a rendu malade. Je me suis senti coupable de ne pas avoir été assez malin pour... Enfin, ce que j'ai fait ne l'a pas vraiment aidé, en fait. Je ne dis pas que c'est ma faute, mais... J'aurais tellement aimé faire plus pour lui. Vous voyez? La ville de Caen ne sera finalement pas prise en un jour. Le haut commandement ordonne aux divisions blindées d'attaquer les lignes allemandes de front. Harold Curry, 19 ans, a abandonné ses études à Liverpool pour rejoindre ses héros, les rats du désert. Il se retrouve alors dans un de leurs chars, fonçant à travers la campagne normande. C'était extraordinaire pour moi. À cet âge-là, tout est nouveau. Je ne sentais pas la peur. Mais tout à coup, il y a eu des explosions. C'était terrible, parce qu'on avançait en ligne avec nos chars, et d'un coup, celui de droite explosait, puis celui de gauche, et on ne devait son salut qu'à la chance. Harold et ses camarades réalisent à quel point leurs tanks sont vulnérables. En face, l'une des armes les plus destructrices de l'arsenal allemand, le char Tigre. On vivait dans sa crainte constante.
Rien que le mot tigre déjà. La portée du canon 88 mm du Tigre est telle qu'elle peut toucher les chars alliés de très loin, sans que les équipages à bord ne soient même conscients d'être pris pour cible. Ancien employé de la compagnie de bus, Peter Davis, 20 ans, fait partie, à bord de son Sherman, de la section qui lance l'offensive blindée sur les Allemands. En traversant la route, on est arrivé sur un bosquet et on s'est fait tirer dessus. Les obus se rapprochaient de nous. Un char a été touché. Les 5 hommes à l'intérieur sont morts. Un autre aussi. 2 hommes sont morts. Le deuxième tir nous a touché à l'arrière au niveau du moteur qui l'a fracassé. Le carburant coulait et un obus a atterri près de ma jambe. Il était encore brûlant quand il a percé le char. Les obus allemands brisent sans mal le blindage des chars Sherman avant de les enflammer. On est sorti pour se mettre à couvert. On n'avait même pas vu qui nous tirait dessus. Et là, un obus a touché notre réservoir d'essence. En 10 minutes, on était neutralisé avant même d'avoir pu engager le moindre combat. J'ai perdu mon premier char. Le char Tigre laisse dans son sillage un paysage normand jonché de chars alliés en flammes. Neuf fois sur 10, quand nos chars étaient touchés, ils explosaient. Ils partaient en fumée. C'était atroce parce que beaucoup de tankistes se sont retrouvés piégés à l'intérieur. Et très souvent, quand on se retirait la nuit, on voyait les chars rester sur place, dévorés par une lueur rouge et parfois blanche. C'est ça aussi l'horreur de la guerre. Désormais, Peter et ses compagnons de char vivent dans l'angoisse permanente d'une attaque. L'équipage, constitué de 5 hommes, vit dans 3 mètres carrés qui font office de salle de repas, de cuisine et de toilette. On était comme une famille, parce qu'on voyait les mêmes têtes depuis 1, voire 3 ans. On connaissait leurs peurs, leurs inquiétudes et leurs problèmes. On vivait ensemble, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, on mourrait même ensemble s'il le fallait. Dans la vie civile, Ian Hammerton, 22 ans, est employé de banque. Il se retrouve à la tête d'une unité de 5 chars. Même si on avait toujours la peur au ventre, on avait aussi l'espoir de ne pas être pris pour cible. Pour passer la nuit, on avait donc imaginé de creuser un trou d'une 30aine de centimètres de profondeur, de le couvrir d'une bâche, de positionner le char au-dessus et de faire notre lit là-dedans. On était tous recroquevillés sous nos chars à l'abri. On pouvait même écouter la BBC. L'offensive frontale est un nouvel échec. Mais quand les services de renseignement remarquent une brèche dans la défense allemande, le général Montgomery y envoie des chars dans une petite localité à l'ouest de Caen. Le matin du 13 juin, les chars investissent la coquette ville de Villers-Bocage. Parmi eux, dans son char Cromwell,
le jeune garçon qui rêvait de devenir commandant de char, Harold Curry. On est entré, il faisait beau. Les gens étaient sortis nous accueillir avec des fleurs, du cidre et du calva. Et on s'est dit, génial, aucune trace des Allemands. On a pensé que ça allait être une belle journée. Dans son char, quelques mètres derrière celui d'Harold, un ancien rameur de l'université d'Oxford, le lieutenant John Claudius Lee Thompson, 23 ans. J'étais très pris par la lecture de ma carte pour savoir où on allait. Et là, tout à coup, le char qui me précédait a explosé. Je ne voyais rien. Il y avait trop de fumée et l'obus de 88 est passé si près de mes oreilles que, même si j'avais mon casque, je suis resté sourd toute une journée après. Harold et John ignorent alors qu'ils ont été pris pour cible par le 101e bataillon SS de chars lourds qui a déployé ses chars Tigres dans la gare toute proche. À sa tête, un homme très redouté, Michael Wittmann, distingué personnellement par Hitler de la plus haute décoration allemande, la croix de chevalier avec feuilles de chêne. Il aurait à son actif 137 destructions de chars. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ce qu'ils entrent dans Villers-Bocage. On était cerné par toute une division alors qu'on n'était qu'un régiment. On était en fâcheuse posture. En général, les chars s'affrontent à distance. Mais à Villers-Bocage, on s'est retrouvé à combattre les blindés allemands au milieu des maisons. C'était terrible. La ville explosait de partout. Les chars sautaient et on se disait, la prochaine fois, ça risque d'être moi. Mais il fallait vite chasser cette pensée parce qu'on n'y pouvait rien. Là, à travers la fumée, j'ai aperçu cet énorme char qui approchait. John Claudius Lee Thompson ignore que son char fait face au Tigre de Michael Wittmann. On a donné l'ordre aux canonniers de faire feu pour essayer de descendre le Tigre. C'est passé bien au-dessus. Mais de toute façon, ça n'aurait rien changé, parce que d'autres chars ont touché le Tigre et les obus ont rebondi dessus. Ça n'a rien fait. Les canons alliés ne sont pas assez puissants pour percer le blindage du Tigre. Les chars allemands étaient bien mieux conçus que les nôtres. Les ingénieurs qui ont imaginé nos tanks n'avaient jamais dû prendre part, de près ou de loin, à un combat de chars. J'ai vu le char approcher et diriger son canon comme ça. Et là, boum, un tir est parti. J'étais debout dans la tourelle, je regardais dans le périscope, je me suis baissé et j'ai senti quelque chose entre mes jambes. Heureusement que j'avais les jambes écartées. Le tir est passé au milieu et a atterri dans le moteur. J'ai vu une boule de feu jaillir du moteur. J'ai crié « Sortez !» Mes coéquipiers sont sortis. Et ils m'ont dit « John, baisse-toi !» Je me suis caché derrière le massif de groseilliers, mais on ne pouvait pas rester là longtemps. Les tirs n'arrêtaient pas. Juste derrière moi,
il y avait le char de l'adjudant. Le tigre répliquait et il l'a descendu d'un coup avant de poursuivre dans la ville. Quand on est arrivé le matin, c'était une jolie petite ville, intacte. Et quand on est reparti, il y avait des chars partout. Les bâtiments étaient en ruine. Et les cadavres alignés sur la place. Des jeunes gens qui, le matin même, étaient encore pleins de vie, étaient morts. Et il fallait vivre avec ça. Je finis par me dire que tous les gens que je connaissais étaient morts à Villers-Bocage. J'ai vu le corps d'un des pilotes qui était totalement brûlé, à l'exception de ses jambes et de ses mains. Ça faisait très bizarre de voir ses jambes et ses mains intactes. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vraiment eu peur. C'est là que je suis devenu adulte. J'étais adulte à la fin, mais au début, je ne l'étais pas. La ville de Caen devait être reprise le jour du débarquement. 3 semaines plus tard, elle n'est toujours pas tombée. Suite au fiasco de l'attaque frontale, les généraux alliés établissent un nouveau plan. Ils veulent cerner la ville. Canadiens, Américains et Britanniques se mettent en place pour enserrer les défenses allemandes. On devait avancer à travers leurs lignes de défense. On avait la pire mission. Il fallait qu'on les débusque. Le combat quitte le bocage pour les rues. Les cuisines et les salons des habitants deviennent le théâtre de la bataille. Pour Franck Rosier, l'ennemi n'est plus dans les champs, mais derrière chacune de ses portes. C'était angoissant. Le seul moyen de les repérer, c'était de les amener à nous tirer dessus. En espérant localiser l'origine des tirs. C'était dur. Tireur contre tireur. Quand on voyait quelque chose bouger, je tire ou j'attends. On était extrêmement tendus. Même les oiseaux ne chantaient plus. Mais ils s'entouraient souvent d'enfants. Évidemment, on entrait dans les maisons et on s'arrêtait net en voyant les petits. Et souvent, on passait par les fenêtres en balançant des grenades. Les petites grenades à main prévues à la base pour les tranchées et les bunkers sont assassines dans les espaces réduits. C'est pas une chose facile à faire.
Plus à l'extérieur, les unités d'artillerie détournent leurs canons anti-aériens Bofors et l'orientent vers le bas pour s'en servir comme d'une mitrailleuse. Le bombardier Bruce Melanson, lycéen de 17 ans qui a menti sur son âge pour intégrer l'armée, fait partie de cette brigade. Les Allemands avaient une technique de camouflage très efficace. Ils déposaient des meules de foin devant les maisons qui étaient ainsi totalement dissimulées. Bien sûr, personne ne tire sur des meules de foin, ça ne sert à rien. On ne veut pas tuer du foin. C'est là que le Bofors s'est révélé très pratique. Parce que quand on tirait dans les meules de foin, ça traversait jusque dans les maisons. Boum, boum, boum. Les cartouches de 40 mm qui, quand elles atteignaient leur cible, explosaient. Ça giclait de partout. Tout était écrasé sous les bombes. Et après quelques minutes à ce régime, je peux vous dire que... il y avait des mains qui se levaient. Ça, oui. On s'en est servi sur les maisons, les immeubles, les églises. Partout où il y avait des Allemands. Ah oui. C'était puissant, le Bofors. Vraiment très puissant. Tout près, les Canadiens neutralisent une unité allemande aux abords de camp. Le fusilier Alex Adair, ouvrier agricole de 20 ans originaire de l'Ontario, garde les prisonniers. Notre commandant, Jock Sprague, a fait le tour de la compagnie pour nous dire « Chez les Queenstown, on ne tue pas les prisonniers. » Et on a répondu « Évidemment, il n'est pas question de ça. » Alex découvre avec stupeur contre qui il s'est battu. Une division d'élite, la 12e Panzerdivision SS, issue des jeunesses hitlériennes, connue pour exécuter ses prisonniers. Jock Sprague savait déjà qu'ils tuaient leurs prisonniers. Il savait qu'ils avaient tué des gars de la compagnie du débarquement. Les SS les avaient fait prisonniers avant de les fusiller. J'en suis encore malade. Ils ne se battaient pas à la loyale. Beaucoup de ces SS ne sont que des adolescents. Certains n'ont que 13 ans. Et dans leur poche, ce n'est pas du tabac que l'on retrouve, mais des bonbons. Si nos supérieurs étaient venus nous dire « On ne fait plus de prisonniers, on fusille », je l'aurais fait, contre mon gré. Mais je l'aurais fait, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je pense que si. Les troupes au sol n'ont toujours pas pris la ville de Caen. Si elles étaient repoussées vers la mer, l'invasion de l'Europe serait avortée. Mais 6 semaines après le débarquement, les commandants alliés prennent une décision radicale.
sont arrivés à l'aube au-dessus de la mer. C'était très impressionnant parce qu'ils volaient tous dans la même direction, vers nous. Quand nos avions sont arrivés pour lâcher leurs bombes, ils n'étaient pas très hauts. On s'est tous levés pour les saluer. Il y avait énormément de bombardiers et ils venaient en flot continu. Les plus gros avions étaient en formation de 12 appareils. Et quand j'ai levé les yeux, le ciel en était couvert aussi loin que je pouvais voir avec mes jumelles. Plus de 2000 bombardiers s'apprêtent à écraser la ville de Caen sous un déluge de feu. J'ai entendu ce bruit, j'ai regardé en l'air et je les ai vus. Là, je me suis dit, allez, arrosez-les. J'ai enlevé mon casque et j'ai fait de grands gestes et j'ai crié, arrosez-les. Ensuite, j'ai vu les trappes s'ouvrir et les obus ont sifflé dans les airs. J'ai repéré un trou dans le sol et j'ai plongé vite fait. Les bombes ont commencé à tomber et la poussière était de plus en plus près. Et je me suis dit, attends, elles viennent vers nous. J'ai vu un char à nous juste devant moi. Je me suis précipité dessous. Oh mon Dieu. J'ai vu les bombardiers au-dessus de moi et j'ai senti le sol trembler. Le feu, le bruit infernal, une énorme puissance de feu. Quatre avions ont lâché leurs bombes sur nous. J'ai su plus tard que c'était parce que le champ qu'ils étaient censés bombarder avait la même forme que le nôtre. D'où la confusion. J'étais terrorisé. J'ai planté mes mains dans le sol et j'étais dans un champ de pommes de terre. Je ne sais pas combien de patates j'ai mangé, mais j'en ai mangé. J'avais tellement peur. À terre, le danger est partout. La survie n'est que le fait du sort. On a perdu 60 hommes. Les Canadiens en ont perdu 600. Le bombardement le plus violent de l'histoire est terminé. Autrefois cité de caractère, Caen est dévasté. Dans une ultime tentative pour prendre la ville, les généraux alliés l'ont rasée. Ils ont quasiment rayé la ville de la carte.
On était aux premières loges de ce bombardement et après, ils ne pouvaient plus faire entrer les blindés dans les rues. On s'est toujours demandé pourquoi on avait bombardé la ville à ce point. Parce que quand on bombarde un endroit, il devient encore plus facile pour l'infanterie adverse de se cacher. Et nous, ça nous a compliqué la tâche. Il est plus facile de progresser de maison en maison que dans les gravats. On ne connaissait pas assez la stratégie militaire pour comprendre que le bombardement profitait aux Allemands. Il est plus facile de défendre une ville en ruine qu'une ville intacte. Les débris offrent un camouflage idéal. Les Allemands nous ont dit merci. Monty voulait prendre Caen en un jour. N'importe quoi. Armé de son canon Bofors, Bruce Mallinson se souvient du baroud d'honneur des Allemands pour les empêcher d'entrer. C'était très angoissant. Tout le temps que j'étais à Caen, il n'y a pas eu un instant de répit entre les obus, les tirs, enfin tout, quoi. La lutte était permanente. Une dure bataille qui a fait beaucoup de morts. Il faudra encore à Bruce et à ses compagnons d'armes 2 jours d'une âpre lutte pour finalement prendre le contrôle de la ville de Caen. Le 20 juillet 1944, les derniers combattants allemands quittent la ville. Près de 70 ans plus tard, les souvenirs ne sont ni à la fête, ni à la victoire. C'était triste, même pire que ça. On savait qu'il y avait des civils. Ils ont tué plus de Français que d'Allemands. Pour moi, c'était totalement injustifié. Tout au long de cette bataille, je n'ai fait que voir des piles de cadavres d'hommes, de chevaux, de vaches. Et quand on avançait avec nos camions et notre canon, on devait parfois s'arrêter pour déplacer les corps, pour pouvoir passer. Et ensuite, les équipes médicales venaient ramasser les corps après nous. Et l'odeur, la puanteur. C'est ça la bataille de Caen. C'est ça qu'on a vécu, qu'on a vu, qu'on avait sous le nez. Des cadavres allemands, canadiens, britanniques. Tout était là, sous nos yeux. Au milieu des cochons, des chevaux, des vaches et tout le reste. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre. C'était ça quand c'était horrible. Absolument horrible. La bataille de Caen a été une des pires batailles de la campagne de France. Je ne l'oublierai jamais. Après toutes ces épreuves, ces hommes ont finalement satisfait aux ordres des généraux. Entre le débarquement et la prise de Caen, plus de 150 000 soldats alliés ont été tués ou blessés. Après avoir échappé de la bataille de Villers-Bocage,
John Clodesley Thompson a repris un autre char avant d'être rapatrié suite à une blessure. Peu de temps après avoir perdu son ami John 36, Bill Evans a été blessé au genou. Il a passé le reste de la guerre en convalescence. Après le bombardement de la ville de Caen, Bruce Melanson et son fidèle canon ont poursuivi leur mission française. Dans le prochain chapitre, les Alliés pensaient que le pire était derrière eux. Nul ne s'attendait à ce que l'armée allemande se reforme, déterminée à les repousser hors de Normandie à tout prix. On est sur la brèche en permanence, ça oui. On peut être tué à chaque seconde. C'est aussi simple que ça. Les snipers les attendent dans chaque village. Quand on intercepte un de ces gars dans le viseur, on devient... Les Alliés vont vivre une des batailles les plus sanglantes de la guerre, la poche de Falaise. Je me suis assis par terre et j'ai pleuré. J'étais malade, j'ai tué un homme.